Il n'a même pas honte. Il faut avoir un peu honte dans la vie. Ça veut dire qu'il faut prendre les Togolais pour des moutons et que ça va passer comme ça. Parce que c'est l'histoire de cette famille depuis le père. Regarde bien cette vidéo, on va la décortiquer ensemble. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien rater. C'est une grande avancée. La deuxième chose, c'est que l'opération de déguisement de M. Faure, qui a fait un tour de passe-passe jamais vu. C'est-à-dire qu'il invente un faux régime parlementaire. Il est le président du conseil, chef de gouvernement. Et il met un pantin, président de la République. On ne l'a pas. C'est une famille illégitime, historiquement, par l'assassinat du président Sylvanus Olympio. C'est un régime maudit, historiquement parlant. Ils sont, monsieur Yadema, père, mais c'est difficile de parler d'un quelqu'un qui n'est plus là, mais on est obligé. C'est-à-dire que l'idée qui s'est fait du Togo Bonjour est inacceptable. Et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité togolaise. Une manœuvre politique récente là-bas, ça fait beaucoup parler. Les documents qu'on a analysés évoquent une transformation, disons, majeure et assez controversée du système. On va donc regarder ça de plus près, ces changements constitutionnels. Surtout ce qui est présenté comme un passage à un régime parlementaire. On s'appuie pour ça sur une analyse assez critique qui met aussi les choses en perspective avec l'histoire, pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. Notre but aujourd'hui, décortiquer ensemble les critiques qu'on trouve dans ces textes et essayer de saisir un peu les racines historiques de la situation telles qu'elles sont décrites, quoi. Oui, tout à fait. Et ce qui ressort d'emblée de l'analyse, c'est que cette transition, elle est vue par certains comme une sorte de opération de déguisement. L'idée, selon cette lecture, serait de mettre en avant un certain Monsieur Faure. Bon, le nom n'est pas toujours explicite, mais on comprend de qui il s'agit. Il deviendrait le chef tout-puissant d'un gouvernement, et tout ça dans un cadre qualifié de faux régime parlementaire, avec en parallèle un président de la République dont le rôle serait considérablement diminué. Ah oui, faux régime parlementaire. C'est une critique assez forte, ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, selon ces analyses? C'est juste une façade, alors? Ça. En fait, l'accusation principale, c'est que, malgré les apparences d'un système parlementaire classique, le pouvoir exécutif, lui, resterait très concentré dans les mains de ce chef du gouvernement, quoi. Ce qui contournerait les mécanismes démocratiques habituels. Les critiques vont même plus loin, hein. Elles disent que c'est une façon de prendre les Togolais pour des moutons, en appliquant une méthode qualifiée de familiale, une méthode déjà vue par le passé pour garder le pouvoir. Méthode familiale, voilà qui nous amène justement au contexte historique que vous mentionniez. Comment les documents font le lien entre aujourd'hui et le passé du Togo? Une continuité historique très précise. Il est question dans ces textes d'une famille illégitime qui serait au pouvoir depuis l'assassinat du premier président Sylvanus Olympio. Ça remonte à peu après l'indépendance. Le père, figure clé de cette lignée selon les sources, est aussi critiqué pour ses méthodes. Celles utilisées à l'époque pour prendre et surtout pour conserver le pouvoir, allant même, je cite, jusqu'à fabriquer une légitimité historique après coup. Donc les sources insistent vraiment sur cette perception d'une longue histoire de manipulation du pouvoir. Oui, c'est fascinant de voir comment le passé est utilisé pour lire le présent. Un autre truc qui m'a interpellé, c'est la comparaison avec le Cameroun. Qu'est-ce que ce parallèle nous dit? Oui, c'est un parallèle intéressant et assez spécifique. Les documents soulignent que le Togo, et le Cameroun aussi d'ailleurs, n'étaient pas des colonies au sens strict. C'était des puissances mandataires, c'est-à-dire des territoires administrés par une puissance européenne, mais sous mandat de la SDN puis de l'ONU. Et cette distinction juridique, elle aurait eu des conséquences sur l'indépendance, les frontières. L'analyse dit aussi que le Togo a été décapité d'une partie de son territoire, un peu comme le Cameroun avec Bakassi. Ça suggère des parcours post-mandataires peut-être similaires dans leurs difficultés initiales, vous voyez? Intéressant ce point sur le statut de territoire sous mandat, oui. Et sur les figures historiques comme Sylvanus Olympio, qu'est-ce qu'on en dit dans les sources? Alors, lui, il est dépeint de façon assez élogieuse, comme un génie brillant. On mentionne son parcours scolaire, universitaire impressionnant pour l'époque, un diplôme de la London School of Economics notamment. Et cette description, toujours selon les documents qu'on a consultés, elle sert un peu implicitement, je pense, à créer un contraste. Un contraste avec la situation politique qui a suivi son éviction et qui perdurait aujourd'hui.
Ça renforce aussi l'idée, qui est présente dans l'analyse, de la difficulté à changer un régime perçu comme très enraciné, un régime qui aurait supplanté cette première vision de l'indépendance. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu ce qui ressort de ces lectures, la réforme constitutionnelle récente au Togo, elle est interprétée non pas comme une avancée démocratique, mais plutôt comme une stratégie. Une stratégie sophistiquée pour pérenniser le pouvoir en place. Et cette stratégie s'inscrirait dans une dynamique historique longue, marquée par ces accusations d'illégitimité qui remontent aux origines même de l'État togolais moderne. L'analogie avec le Cameroun et ce statut de territoire sous mandat, ça ajoute encore une couche de complexité pour comprendre ce parcours politique particulier. Alors, au fond, après avoir exploré ces documents, la question qui reste un peu en suspens et qui fait écho à une suggestion dans les textes mêmes, c'est si on creusait encore plus loin. Si on regardait de très près les conditions spécifiques, peut-être uniques, de l'accession du Togo à l'indépendance, justement en tant qu'ancien territoire sous mandat, qu'est-ce que ça pourrait nous révéler sur les racines vraiment profondes des dynamiques politiques actuelles et sur la résilience de ce système si critiqué? Voilà, c'est une piste de réflexion qui semble intéressante pour continuer à comprendre la situation togolaise.